Quel est le vrai rêve de Luffy? Quel sera le futur arc après Elbaf? Que sont les démons dans One Piece? Luffy utilisera-t-il une arme pour combattre? Vous avez été pas loin d'un millier à me poser vos questions sur One Piece dans la dernière review pour participer à cette vidéo. J'ai voulu répondre à un maximum d'entre vous et j'ai réussi à n'en prendre que 25. Sinon, la vidéo durait 9h30. Bienvenue à tous et à toutes, c'est Goji. J'espère que vous kifferez ce moment en ma compagnie car aujourd'hui, on va faire que parler One Piece, que ça tout le temps. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à vous aussi les poser ici et maintenant dans les commentaires, comme ça à la prochaine pause d'Oda, j'en profiterai pour vous répondre. Alors si vous avez un moment pour spam, c'est bien maintenant. Bah écoutez, on va pouvoir commencer. Quel serait le vrai rêve de Luffy? Grande question et grosse folie aussi quand on y pense. Tu passes plus de 1000 chapitres à être persuadé que Luffy ne veut être que le roi des pirates, mais t'apprends 20 ans plus tard qu'en fait il y a un autre rêve et qu'en plus de ça on n'a même pas le droit de le connaître. Moi je vais être honnête, toutes les théories les plus connues sur le rêve de Luffy me vont. Voilà, je les aime toutes. Un énorme banquet avec le monde entier, qu'il crée son propre pays, qu'ils veulent libérer tous les esclaves, franchement j'aime tout. Par contre, et comme j'en ai parlé dans la review du chapitre 1146, il y a un message caché au tout début de One Piece et nous sommes totalement passés à côté à cause des traductions. En fait, dans les premiers croquis du premier chapitre de One Piece, Oda faisait dire à l'origine à Roger que celui qui obtiendra le One Piece pourra acheter le monde. Il changera ça pour ce trésor et tout ce dont un homme peut rêver dans la version définitive. Ensuite, chapitre 22, c'est au tour de Gaemon de dire la même chose que Roger. Pour le coup, là c'est vraiment inclus dans le manga. Avec le One Piece, il pourra acheter le monde. Là encore en français, c'est souvent mal traduit, mais c'est ce que ça veut dire. Bref, tout ça pour dire, si finalement c'était ça le rêve de Luffy, pourquoi il a besoin du One Piece? Il désire acheter le monde, non pas pour le contrôler et le gouverner, mais pour le libérer des entraves des plus puissants. Si Luffy devient roi du monde et non pas que roi des pirates, il aura l'influence nécessaire pour stopper les principales sources de conflit, libérer les esclaves et subvenir aux besoins de tous et de toutes. C'est un rêve qui, je trouve, colle parfaitement à la réaction de ses Nakama, mais colle aussi parfaitement à l'idée que Roger n'ait jamais pu accomplir ce désir d'acheter le monde, car il n'a jamais pu obtenir le One Piece, qui est strictement réservé à l'élu, à Joy Boy, donc à Luffy. Voilà, Luffy ne sera pas qu'un simple roi des pirates, il dominera le monde en lui offrant la liberté totale à laquelle il tient tant. Coucou, une théorie sur le surcorps de Barbe Noire à manger 2 fruits du démon? Force à toi. Coucou m'a fait très rire, je sais pas pourquoi. C'est vraiment l'un des plus gros mystères de One Piece, on a tendance à l'oublier, mais cette dinguerie n'est pas censée être normale du tout. Alors moi je vous donne ma théorie à ce sujet, mais attention, ce sont les théories de 2015-2016. Le mood était bien différent sans être totalement débile pour autant. Mais en gros, je pensais que Barbe Noire était maudit. Les fruits du démon peuvent maudire, les épées peuvent être possédées par une volonté ou une malédiction, les humains peuvent subir la même chose avec Cavendish et Akuba par exemple. Bref, vous voyez l'idée. En parlant de Cavendish et Akuba, c'est plus ou moins ce que j'imaginais pour Teach, qu'il soit possédé par un démon, une entité, et que ce soit grâce à elle qu'il puisse consommer 2 fruits du démon. Les fruits du démon maudissent un être, raison pour laquelle on ne peut pas en consommer 2, mais si Barbe Noire avait 2 âmes en lui, la sienne et celle d'une autre entité, peut-être que chacune de ces âmes a un fruit du démon, car chacune a une malédiction. Plus tard, cette théorie a évolué avec l'existence passée de Chebek. Depuis son apparition, je ne cesse de le relier à Barbe Noire et je pense qu'en plus d'avoir possédé le Yami Yami no Mi autrefois, l'esprit de Chebek aurait pu se réincarner en Teach ou fusionner au sien, créant l'homme que l'on connaît aujourd'hui à la volonté similaire de l'ancien capitaine des Rocks. D'ailleurs, le fait qu'il ne puisse pas dormir correspond bien à l'idée d'un effet secondaire d'une malédiction. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment ma théorie de cœur depuis 10 ans et je la trouve toujours autant intéressante aujourd'hui. Yo Goji, es-tu déçu de l'utilité de Usopp sur Elbaf? Merci le GOAT, merci à toi mon ref. Pour l'instant, c'est difficile de se dire déçu, alors qu'il n'a pas eu franchement l'occasion de briller. Il a bien réagi face à Gunko et a prouvé que même en tant que sniper, il se débrouille plutôt bien au combat à courte distance, en dégainant assez vite une bille explosive que même elle n'aura semble-t-il pas réussi à dévier avec son fruit du démon. On pourra juger de son utilité vraiment qu'à la fin d'Elbaf, mais de manière générale, je suis effectivement pas giga fan des choix qu'Oda prend pour ce personnage. En vrai, je m'en plains beaucoup, en live ou en vidéo, et je peux passer pour un mec qui déteste Usopp alors que c'est pas du tout le cas. J'adore ce que représente ce personnage. C'est l'humain faible de l'équipage entouré de monstres, c'est le peureux entouré d'héros. Pourtant, quand il le décide vraiment, lui aussi peut être autant brave que les autres. Preuve en est sur Dressrosa, avec la scène du Haki où il réalise une vraie masterclass technique, ou son combat aussi avec Luffy prouvant qu'il est capable de rivaliser quand il s'en donne les moyens. Usopp est génial, il a du cœur,
il a du courage quand il veut. Le problème, c'est que Oda semble totalement délaisser ce personnage. Il lui offre une utilité dans certaines conditions avec ses plantes, mais ça reste loin de l'image qu'on se fait d'un sniper. Oda a l'air très attaché à faire en sorte que ses personnages gardent toujours les mêmes réactions et tout, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne finalité pour Usopp de toujours craindre le danger, de le fuir et de continuer à avoir une trouille absolument de tout, alors qu'il a passé 2 ans à s'entraîner pour se remettre au niveau et pour combler le maximum de ses faiblesses et de ses lacunes. Donc ouais, je comprends pas pourquoi ce personnage qui est capital pour les Mugiwara et l'histoire aussi est autant mis de côté, voire humilié, et j'espère qu'à la fin d'Elbaf, ce sentiment se dissipera un tout petit peu, au moins parce que c'est quand même le pays qu'il voulait absolument visiter en adorant la culture guerrière des géants. Tu regardes l'anime? Si oui, quel est ton avis dessus actuellement? Merci pour ton travail. Alors oui et non, je regarde pas forcément l'anime, mais chaque fois que je le fais, je trouve ça toujours dingue à quel point il a pu évoluer depuis la fin de Whole Cake, depuis le début de Wano quoi. Je suis pas forcément un grand adorateur d'une animation trop énergétique, surtout quand je n'arrive pas vraiment à déceler tout ce qui se passe à l'écran, mais je suis toujours subjugué quoi qu'il arrive par les talents qui bossent sur ces épisodes hebdomadaires. Puis là, je me suis rematé l'épisode 1015 récemment, et j'en reviens toujours pas que ces 20 minutes m'aient procuré plus de frissons qu'un film entier dédié à One Piece comme One Piece Red. Donc globalement, je trouve l'anime exceptionnel, surtout quand on sait d'où il vient et surtout quand on sait ce qu'il propose en qualité hebdomadairement quoi. Il faut juste réussir à un peu mieux comprendre les scènes d'action et c'est parfait. Mais très clairement, même des scènes que je n'aime pas ne m'empêchent pas de systématiquement baver devant le talent artistique des animateurs, mais pas que, tous ceux qui travaillent pour qu'une seule frame puisse prendre vie, mais je trouve ça exceptionnel. Et je pense que c'est d'ailleurs beaucoup ce qui manque dans les critiques des gens vis-à-vis de l'anime de One Piece ou d'autres animes. C'est la considération d'un travail qui, peu importe s'il te plaît ou non, mérite d'être salué et reconnu. Voilà, après de toute façon c'est mon avis. Mon avis c'est que j'aime pas forcément tout, mais wow, à chaque fois je trouve ça incroyable de talent de travail. Question pour ta prochaine vidéo, pourquoi personne n'a essayé d'atteindre la dernière île, celle du One Piece, en passant de l'autre côté de la planète? Avec un fruit du démon qui permet de voler, on pouvait facilement survoler Red Line. Est-ce que l'explication réside dans la maladie de Baggy dans son enfance, en s'approchant de l'île? Dans ce cas, comment les utilisateurs de fruits du démon chez les Mugiwara, dont Luffy, vont faire à la fin de l'œuvre? Est-ce qu'un humain sans fruit du démon avec un bateau volant comme celui d'Elner ou ceux d'Elbaf peuvent y aller? Merci et bon courage pour le taf sur cette vidéo. Oh là là, on a du gratin, on a du beau monde, merci de ton message. Alors pour le coup, on n'a jamais su pourquoi les personnages capables de voler n'ont pas utilisé cet avantage pour aller au moins sur Lodestar. C'est la dernière île officielle, avant Laftel. Laftel, ça peut être compréhensible que ce soit difficile à la trouver, voire impossible. Il faut vraiment les 4 coordonnées des Road Poneglyphs, donc Oda a bien dû faire attention à ce que cette île ne soit pas accessible, je pense, naturellement. Il y a pas longtemps, on a appris que pour accéder au 2e niveau d'Elbaf à partir de la mer, il fallait une pierre qui permettait d'invoquer un arc-en-ciel. Alors ça se trouve, c'est un peu le même principe avec Laftel, il faut quelque chose qui permet d'invoquer un autre truc pour voir apparaître cette dernière île. En vrai, j'en sais rien, mais il serait même pas étonnant que cette dernière île du coup se cache dans un plan différent du leur, un peu comme les espaces que sont capables de créer les fruits du démon de Blueno ou Brûlé avec le monde des miroirs par exemple. Laftel serait inaccessible par la terre, la mer ou les airs jusqu'à ce que le voile de son mystère soit levé. Par contre, pour revenir à Lodestar qui est la dernière île connue avant Laftel, ça reste quand même bizarre, je dois l'avouer. Ça l'est encore plus quand tu te dis que au-delà de voler, ceux qui naviguent pourraient y avoir facilement accès en traversant Calm Belt depuis North Blue ou West Blue. Je sais pas s'il le justifiera d'une façon ou d'une autre, je pense que oui, mais en tout cas c'est effectivement très mystérieux. Alors après, si on reste vraiment sur le rapport de la dernière île avec les fruits du démon et tout, franchement je doute que ce soit un pur hasard que les 2 utilisateurs de l'équipage de Roger à ce moment-là, Toki et Baggy, soient tombés malades en même temps. Il est pas con de penser qu'une protection agit autour de Laftel, la rendant impossible d'accès pour les utilisateurs de fruits du démon, pour contrebalancer un peu les mecs qui peuvent se téléporter ou voler. Mais du coup, Luffy il va faire comment? Parce que de ce qu'on comprend de l'histoire de One Piece, de la fin, il a besoin de son fruit du démon pour obtenir le One Piece et arriver sur Laftel. D'ailleurs, Joy Boy, qui aura laissé le message là-bas que Roger a lu, possédait lui-même le Ito Itonomi modèle Nika. Donc, seul l'utilisateur de ce fruit du démon ne subira pas les effets secondaires de la maladie. Ok, mais Nico Robin, Brook, Chopper, ils vont se faire rouler du coup. Non, il doit vraiment y avoir une explication. Peut-être qu'il y a une protection à désactiver avant, ou alors, plus simplement, ce maléfice n'existe pas du tout. Ok, Baggy, c'est bizarre, hein, ça c'est clair. Mais c'est peut-être juste un hasard pour que Oda y justifie que lui et Shanks n'y soient pas allés. Toki allait tomber malade vers Wano Kuni, donc si maléfice il y a, sa portée serait abusivement étendue. En vrai, on se prend peut-être la tête depuis 6 ans pour rien à penser qu'il y a un truc alors que pas du tout. Mais bon, au moins tu auras mon avis sur la localisation de Laftel dans un potentiel espace inaccessible à ceux n'ayant pas les coordonnées avec les 4 Road Poneglyphs. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, c'est très cool.
Salut Goji, penses-tu qu'on pourrait avoir dans le futur un arc intitulé Le siècle oublié? Il y a tellement de mystères autour de cette période qu'un simple flashback ne suffirait pas. Oda pourrait opter pour un arc entier consacré à cette époque de One Piece et franchement ce serait un pur régal. Mais moi je suis entièrement de ton avis mon ref, un simple flashback ne suffira pas, c'est pourquoi l'arc final de One Piece sera également celui qui dévoilera absolument tout ce dont on doit savoir sur ce siècle oublié. Pour le coup c'est pas les occasions qui manquent puisque Imu, l'un des antagonistes ultimes de l'œuvre, vient précisément de cette époque, donc on risque totalement de voir le siècle oublié à travers ses yeux. Après j'avais une théorie bien appuyée sur le sujet, c'est qu'à travers les pouvoirs du Nikyu Nikyu no Mi de Kuma, capable d'extraire même les pensées de quelqu'un, il puisse extraire les voix qui sommeillent dans les poneglyphes, des voix que Roger entendait, je vous le rappelle. Ces voix seraient les échos du passé lointain du monde, l'époque de Joy Boy, expliquant toute l'histoire de l'origine de l'ancien royaume à sa destruction. On le découvrirait mais pas seulement, tous les Mugiwara également grâce au système spécial que Vegapunk a mis au point, capable de visualiser le contenu de la bulle de pensée sans avoir à interagir avec, ce qui fait qu'à travers un écran, toute l'histoire de l'ancien royaume défilerait comme des images d'archives laissées par les voix du passé. Si vous voulez une théorie à ce sujet dans une belle et grosse vidéo, alors dites-le en commentaire parce que ça serait vraiment un plaisir de tout développer, j'ai trop de choses à dire dessus. Ah, et avant de passer par la case commentaire, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous pour ce soutien hyper important, c'est en partie grâce à lui que je peux continuer à vous proposer du contenu. Deux questions pour la semaine prochaine en lien avec Onigashima, sur deux mystères sur lesquels on a eu trop peu d'infos et d'indices vis-à-vis de leur importance. Et vu que le message est un petit peu long, je vais le résumer à qu'est-ce que je pense de la scène de Zoro face à la faucheuse de Wano et comment expliquer et justifier le démonio de Nico Robin. Pour Zoro, c'est honnêtement l'une des scènes les plus cheloues de tout One Piece, pas loin d'être au même niveau que les monstres de Thriller Bark. Mon avis, c'est qu'il est possible qu'il ne se souvienne pas de ce qu'il s'est passé et dans le cas où il s'en souvient, qu'il ait peut-être cru à une illusion, un délire, un truc du style. Par contre, pour l'expliquer, moi honnêtement, je ne vois rien d'autre que la manifestation du vrai seigneur des enfers, après que Zoro se le soit autoproclamé le chapitre précédent, voire même que ça ait un lien avec Enma. Le hasard est cocasse quand même, Enma réagit seul, Zoro doit la contrôler, il dévoile son haki des rois, il s'autoproclame roi des enfers et après t'as une faucheuse qui débarque. Non mais c'est trop bizarre, Enma je vous rappelle, roi des enfers carrément, donc ouais je vois pas autre chose que ça, ou alors depuis ce moment-là précis, Zoro est mort et c'est la faucheuse qui a pris sa place dans son esprit. Non en tout cas j'ai vraiment aucune idée où Oda voulait aller avec ça et j'espère qu'on le reverra soon quand même, c'est le minimum. Pour Robin et le démonio, je pense que les prochains chapitres sont propices à sa réapparition, donc oui, et pour l'explication de ce que j'ai compris, elle enveloppe son corps autour de tous ses bras qu'elle invoque pour ne faire qu'un avec sa technique au lieu de juste l'invoquer à côté d'elle comme elle fait d'habitude. C'est une compilation des parties de son corps, dont ses mains et ses bras, qui forment une seule et unique entité, une magnifique transformation d'ailleurs au passage, putain. Alors, commentaire un petit peu long, mais merci mon ref en tout cas de l'avoir posé, je vais l'abréger un petit peu. Est-ce que je trouve la timeline de One Piece cohérente parce que toi tu trouves abusé que Luffy passe de rookie à empereur en 2 mois? Globalement, la timeline de One Piece, sans être incohérente, est vraiment en faveur d'une évolution magistrale des Mugiwara, on va pas se le cacher. Je trouve que la première partie avant l'ellipse est le plus flagrant, en vrai. En moins d'1 an, il est passé de combattre Don Krieg à avoir fumé 2 grands corsaires et le plus puissant combattant du CP9. Pour l'après-ellipse, au contraire, je trouve ça quand même un petit peu plus cohérent, même si évidemment Oda il ups bien ses persos comme il faut, sachant qu'il a subi un entraînement de 2 semaines hyper intensif sur Wano Kuni avec Yogoro et qu'il a dû éveiller le plus puissant des Zoan mythiques pour vaincre un empereur qui au préalable a fight contre des samouraïs, des supernovas, Yamato, tout en portant Onigashima avec ses pouvoirs. Je sais pas si tout ça s'est passé en 2 mois, mais je trouve malgré tout l'évolution assez logique et exponentielle. Ses ennemis étaient de plus en plus nombreux, il a évolué en même temps qu'eux, c'est le propre du shonen en même temps. Puis Luffy reste Luffy, génie du combat, particularité physique et psychologique hors norme, protagoniste principal, il a tous les atouts pour vaincre tout le monde, peu importe le temps que ça doit prendre. Salut Super Bro Goji, waouh. Alors j'ai 2 petites questions, penses-tu que l'œuf qui était avec l'équipage de Roger attend les tambours de la libération pour éclore, un peu comme Emmett, et ne trouves-tu pas des ressemblances étranges entre Gunko et Imu? Merci pour tout ton travail avec Nina, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup à toi mon ref pour ton message. Honnêtement pour l'œuf, j'y aurais jamais pensé et j'adore l'idée. Après tout, les battements de cœur de Luffy dégagent une énergie qui a donc déjà résonné avec Emmett effectivement, mais aussi avec Zunesha en tant que créature. Pour l'instant on ne sait pas où se trouve cet œuf et tout, mais admettons qu'il soit toujours sur l'Oro Jackson et que le bateau soit gardé par Gaban.
peut-être que Elbaf sera le lieu où l'œuf réapparaîtra et sera expliqué. Les tambours de la libération auront alors résonné chez Zunesha sur Wano Kuni, ils auront éveillé Emmet sur Egghead, manque plus que l'œuf sur Elbaf. Franchement, je valide. Moi, j'adore. Premier degré. Et du coup, ça va donner naissance au même dragon qui combattait le serpent rouge sang sur la fresque d'Elbaf. Ou pire, l'œuf et le serpent rouge sang. Waouh, ça a réussi à me hype premier degré, je veux voir ça tout de suite. Et du coup, pour la suite de ta question qui n'a totalement rien à voir, mais pour Gunko et Imu, il y a effectivement la similitude des flèches en particulier, mais sinon, je suis pas trop client de la théorie que les deux soient liés. La peur de Nika se trouve chez tous ses ennemis, et ses ennemis sont le gouvernement mondial, donc en vrai, pour l'instant, je préfère l'idée que Gunko soit lié à l'histoire de Brook. Je pense aussi qu'Imu a été tant protégé de tous les regards que je trouverais ça dommage de la développer à travers des personnages aussi secondaires, pour l'instant en tout cas, que des chevaliers divins en comparaison. On verra bien de toute façon, comme si on avait de toute façon pas assez de mystère, faut nous rajouter un ordre aussi chelou que les chevaliers divins. Il abuse Oda. Yo, je ne sais pas si on s'en rappelle ou c'est moi qui me fais un film, mais au début d'Egghead, Zoro dit vouloir demander quelque chose à Vegapunk. Pour confirmer, on n'en sait toujours pas ce que c'est, une idée ou théorie de ce que ça pourrait être. Alors tu n'as pas du tout halluciné mon ref, rassure-toi, ça date du chapitre 1062 et c'était lors de la première rencontre entre le groupe de Zoro et Lilith qui se présentait sous le nom de Vegapunk. Sauf que malheureusement, c'était une mauvaise traduction. Zoro a davantage menacé Lilith en lui disant « Et Vegapunk, tu vas accepter nos exigences, d'accord ». En gros, il n'avait rien de particulier à lui demander, ce qui change totalement de la première version de la traduction où Zoro disait littéralement qu'il y a quelque chose qu'il veut lui demander. Il n'y a rien de personnel du coup, c'est juste en fait une mauvaise traduction depuis le début. Question pour la prochaine vidéo. Que penses-tu des possibles acquis que pourraient apprendre les membres de l'équipage des Mugiwara, excepté ceux qui l'ont déjà? Le ou lesquels vont-ils avoir? Je pense que c'est nécessaire qu'ils le développent, car pour un équipage d'empereur, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'en vrai, tous les Mugiwara devraient posséder au moins une forme de haki qui leur serait utile dans leur spécialité. Pour ceux qui ne l'ont pas, Usopp aurait le haki de l'armement et l'observation, logique en tant que sniper. Nami aurait au moins le haki de l'observation pour sentir encore mieux le climat, tout ça quoi. Chopper pourrait avoir le haki de l'armement pour combattre au corps à corps, mais aurait pour sûr le haki de l'observation, lui permettant peut-être de déceler les maladies aussi facilement que Kureha, genre tu vois, un espèce de sixième sens. Robin, elle pourrait avoir les deux également, haki de l'armement, haki de l'observation, ça collerait parfaitement je trouve. Franky, lui, juste le haki de l'armement, mais en vrai le haki de l'observation serait pas mal vu qu'il tire souvent, petit doute du coup. Et Brook, il combat, donc les deux formes, mais je dirais surtout le haki de l'armement, ouais. Après, à part Nami, ils devraient tous avoir les deux formes je pense, surtout pour l'équipage du roi des pirates, c'est un minimum effectivement. Salut Goji, tu fais un bon travail, je t'encourage pour la suite, un grand fan d'Oran en Algérie. Et merci beaucoup, mon rêve, ça fait trop plaisir. Bon, ce qui est de la théorie de Loki qui devient le leader d'une certaine catégorie des géants en faisant une bonne action devant tout Elbaf aux côtés des Mugiwara. Est-ce une possibilité et qu'en est-il de Mossa, son rôle pour l'image de Loki? Merci frérot. Moi je trouve ça inévitable. Le principal problème du pays est le conflit entre les géants et Loki. Et ça me paraîtrait bizarre qu'on quitte Elbaf sans que le sujet ait évolué de la bonne façon. Depuis le début de son apparition, je défends Loki. Il ne peut pas être l'antagoniste de cet arc, pas avec la relation qu'il a avec Luffy, pas après les magouilles qu'il semble avoir lieu dans les coulisses d'Elbaf, il est justement trop le cliché du méchant pour en être vraiment un. On a pu voir dans les derniers chapitres qu'il est bien plus pacifique qu'on peut le croire et avec tout ce qui se passe actuellement, ça serait le moment parfait pour qu'il aide les enfants et qu'il passe enfin pour un héros. En gros, et s'il n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on lui reproche, il est temps que les citoyens d'Elbaf s'en rendent compte. Luffy quittera-t-il vraiment ce pays en laissant une telle injustice? Je pense pas. Mossa pourrait totalement aider Loki à s'intégrer, mais pour ça il faut encore qu'elle soit aimée par les géants et pour le coup ça c'est moins sûr puisqu'elle est aussi persécutée. Par qui ou par quoi, ça c'est un mystère par contre. En tout cas c'est un peu à cause de Loki tout ce qu'il se passe ici puisqu'il a refusé d'être un chevalier divin. S'il règle le problème, alors ça serait incontestablement le dieu soleil d'Elbaf plus bienfaiteur que destructeur. Proposition, analyse, mise en contexte pour la semaine prochaine. Ne serait-il pas intéressant de se mettre de temps en temps à la place des habitants du monde de One Piece afin de comprendre au mieux la vision qu'ont les populations et les autres pirates vis-à-vis de Luffy, Baggy, etc. Alors en vrai, je suis assez d'accord que voir des réactions du monde vis-à-vis de certaines news et gros titres serait incroyable, du moins un peu comme la panique qui régnait durant Marineford, on sentait que ça touchait tout le monde, même des peuples dont on s'en foutait et qu'on n'a pas revu par la suite. Si on se base que sur Luffy par exemple, je serais curieux de savoir ce que pensent de lui les gens qui ne le connaissent pas comme ses alliés, tu vois. Est-ce qu'ils ont un bon a priori sur lui en entendant des bonnes choses à son sujet, comme par exemple qu'il libère des pays opprimés? Ce genre de personnes doivent forcément exister, mais l'inverse également. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, au chapitre 1054, les nouveaux venus dans l'équipage de Shanks s'étonnaient que les chefs connaissent Luffy, c'était limite une légende, alors que pourtant Luffy c'est le petit de Shanks quoi. Et justement, l'un d'eux disait « On dit qu'il ressemble à un monstre singe incontrôlable et que c'est un homme cruel ». C'est bien sûr totalement l'inverse, mais ça prouve l'existence de rumeurs et de «
on dit, pas giga flatteur à son sujet. Quoi qu'il en soit, ça serait vraiment bien d'occasionnellement avoir des chapitres ou même simplement des réponses dans des SBS expliquant comment sont vus au moins les Mugiwara un peu partout dans le monde. Merci pour ta review, toujours un plaisir de les voir. J'ai 2 questions. Brook aurait-il un Zoan antique, genre fruit du Drogar, ce qui expliquerait un peu mieux son panel de pouvoir un peu particulier. À force de s'améliorer, Franky pourrait-il devenir une intelligence artificielle à l'image de Vegapunk, mais qui resterait dans une sorte d'intranet propre au Mugiwara. Il pourrait devenir le Sony, voire même Pluton et gérer tout l'équipement de l'équipage. Pour la première question sur Brook, je ne suis on ne peut plus d'accord pour dire que ses pouvoirs ne sont peut-être pas exactement ce que l'on croit. Pour le Drogar, je n'en suis pas spécialement convaincu car j'ai une autre idée en tête qui colle déjà à la perfection. Je l'avais développé dans une vidéo datant de presque 2 ans en disant que le fruit du démon de Brook n'est pas forcément celui qu'on le croit et que son rapport bien trop prononcé aux enfers et au monde des morts restait quand même bien différent d'un simple fruit de la réincarnation. Les pouvoirs cachés de son fruit du démon lui accorderaient alors la capacité d'invoquer le froid des enfers et lui accorderaient la capacité de jouer avec les âmes de ses ennemis. Brook n'aurait peut-être pas qu'un simple paramécien mais effectivement un Zoan mythique même, celui d'un roi des enfers, véritable maître des morts. Si vous le souhaitez, je vous laisse toute ma vidéo à ce sujet. La théorie est, je trouve, passionnante et rejoindra dans une certaine mesure l'idée que Brook cache effectivement bien plus ses pouvoirs qu'on ne le pense. Pour Franky, désormais, si j'adore l'idée, je pense que ça briserait vraiment quelque chose au niveau des Mugiwara. On n'en oublie aucun, car leurs formes physiques sont là, présentes et interagissent entre eux. Par contre, si Franky venait à se fondre dans le navire, j'ai bien peur qu'il soit relayé au second plan de l'équipage. Un second plan où est censé se trouver le Klaboterman du navire, l'esprit d'un bateau chéri par son équipage qu'on n'a plus vu du tout et qui est totalement oublié en fait depuis Water 7. Pour le coup, même si j'aime beaucoup le concept, je me dis que Vegapunk est suffisant dans son style, non? Justement, Vegapunk pourrait créer quelque chose, un appareil, l'équivalent d'un ordinateur ou d'une tablette, pour que les Mugiwara puissent se connecter à ces données depuis leur bateau. Après, je dois avouer comprendre où tu veux en venir quand tu vois la version de Franky qui tourne mal en devenant littéralement un navire entier. L'idée a finalement bien traversé l'esprit d'Oda, donc ça valide en partie ta réflexion. Yogoji, la forme, nickel et toi mon ref. Penses-tu que Luffy va pouvoir utiliser le Gear 5 comme il le voudra contre Teach ou il va devoir le vaincre avec le Haki, Teach Haki des rois? Bonne continuation. Bon déjà, ici qui doute que Teach ait le Haki des rois? Que je le banne de la chaîne. Attendez, lui c'est carrément le haki des démons qu'il a. Un gars qui réussit autant et avec autant d'ambition ne peut qu'avoir le haki des rois, c'est une évidence. Et s'il ne l'a pas, ça ne fait que le rendre encore plus mystérieux en fait. Et de toute façon, concernant le combat entre Luffy et Teach, j'ai une théorie bien précise là également. Luffy va perdre son fruit du démon et devra vaincre Barbe Noire grâce au haki. Voilà ce que je disais en 2023. Luffy pourrait perdre son fruit du démon, cela ne changerait en réalité strictement rien, car seul le haki compte. Ce pouvoir est le plus pur mais aussi la plus grande source de puissance qu'il est possible d'obtenir. Car contrairement au fruit du démon, le haki se mesure à la détermination de son utilisateur. Il se mesure à sa volonté, à l'ambition qui anime chaque être vivant, et c'est précisément la seule et unique chose qui compte. Les pouvoirs démoniaques, bien qu'absolument terrifiants, ne sont que futiles face à la véritable volonté de l'emporter. C'est ce qui fera la différence entre Luffy et Teach pendant leur affrontement. Dans le scénario où notre futur roi des pirates perd effectivement les pouvoirs de Nika, alors c'est à ce moment-là qu'il deviendra le plus puissant. Car la seule force qui lui permettra de combattre son adversaire, de sauver ses amis et peut-être même le monde, ça sera la sienne, ça sera sa propre force, son propre haki. Le pouvoir de Luffy s'est révélé être un catalyseur, une coquille le guidant tout au long de son voyage, le conduisant aujourd'hui à déployer ses ailes, gagnant ainsi une liberté façonnée uniquement par sa propre volonté et non plus par celle d'un dieu. Sa volonté a toujours transcendé One Piece, elle a toujours élevé au-dessus des autres, quel que soit l'obstacle qui se dressait devant lui, et le surmonter avec une force et une détermination sans faille. Son combat contre Teach serait l'ultime épreuve de son ambition et de sa capacité à emporter la victoire sans aucun artifice ou pouvoir divin. Finalement, la volonté d'un de ses dits l'emportera pour lever l'aube sur l'obscurité qui dominait jusque-là l'histoire du monde. Plus qu'un simple affrontement, il aura permis de distiller la théorie de Vegapunk selon laquelle les fruits du démon auraient été créés dans le but de concrétiser les rêves humains. Or, Luffy démontrera au contraire qu'un simple homme, sans aucun artifice, a réussi à réaliser le rêve de toute une humanité, grâce à une détermination sans faille qui a fait naître en lui le plus grand pouvoir de ce monde, le haki. Et peut-être que lui aussi deviendra la source d'une nouvelle volonté qui sera héritée dans le futur des siècles après son existence. Il remplacera le symbole de Joy Boy et incarnera la victoire sur les ténèbres, la liberté ultime qui le fait tant rêver. Voilà comment le haki est la clé au-delà de tous les fruits du démon. C'est surtout la clé pour vaincre Teach qui avec ses pouvoirs peut absolument tout annuler sauf la volonté d'un homme.
Salut Goji, la plupart des capitaines et grands pirates possèdent tous une arme. Kaido, Roger, Shiki, Barbe Blanche, même Big Mom, ouais, effectivement. Penses-tu que Luffy va générer une arme grâce au Gear 5 ou va-t-il apprendre à manier une arme? En temps normal, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas eu besoin par le passé, il n'en a toujours pas besoin maintenant. Mais quand même, qu'on le veuille ou non, Luffy a une attirance pour les armes et un lien indéfectible avec, qui pourrait laisser sous-entendre que oui, il va manier une arme dans le futur, en particulier dans sa forme Nika. Je vous explique car je connais bien le sujet, ça va faire presque 10 ans que je dis qu'un gear pourrait permettre à Luffy de combattre avec une arme. À l'origine même de Luffy, il combattait avec un tuyau, aux côtés d'Ace et Sabo, une habitude que ce dernier aura par ailleurs toujours gardée. Mais du coup, ça témoigne d'une petite maîtrise de la part de notre cher capitaine. Ensuite, il y a le nouveau design de Luffy après l'ellipse. Non, effectivement, il n'a pas d'arme. Pourtant, il a failli en avoir une. Oda a dessiné dans ses croquis un Luffy avec une dague ou une épée. Puis vient le Colisée Corrida. Oh là, laisse tomber le rêve absolu de Luffy qui prend vie. Il ressemble à un gladiateur et s'empare d'une épée. Décidément, il lâche rien le bouc, il veut tout tailler. Arrivé Wano Kuni, c'est la consécration. Il chope un Kitetsu. Bon, il sait pas du tout s'en servir, mais c'est très marrant que ce soit dans cet arc précis qu'il ait une épée parce que quelques chapitres plus tard, dis donc. Mais alors on apprend qu'il est l'incarnation du dieu soleil Nika à travers son fruit du démon. C'est fou ça. Et que ce même Nika combattait non pas avec une lance, mais aussi une épée. Trop marrant le hasard quand même. Bon, c'est pas tout PTDR, parce que même Joy Boy, celui qu'il est censé incarner aujourd'hui, est montré dans les images des mythes géants avec une épée et un bouclier. Alors écoutez-moi bien, si Oda ne nous fait pas à la fin de l'œuvre un Luffy en forme Nika avec une épée faisant écho aux représentations de ce dieu soleil, j'arrête One Piece. Pour une semaine, c'est tout, pas plus. Surtout que comme tu le dis bien, il peut invoquer des objets comme des lunettes. Pourquoi pas une épée? Qu'est-ce qui l'en empêche à part rien? Là par contre on pourrait se dire qu'ok, il utilisera une arme mais ne sait pas s'en servir, c'est inutile. Sauf qu'en vrai, pas du tout en fait. Je suis pas de cet avis. En forme Nika, qui nous dit qu'il ne posséderait pas un peu des talents hérités de Joy Boy et du Nika originel, et de leur talent au sabre, Luffy peut faire ce qu'il veut dans cette forme, c'est le propre de la liberté, alors pourquoi ne créerait-il pas son propre style de combat à l'épée? Alors Luffy ne sera jamais un épéiste, commencez pas à faire des débats là-dessus, c'est mort, mais effectivement, il pourrait totalement se battre avec une épée. Depuis 2017, je n'ai pas changé d'avis là-dessus, et le temps n'a fait que me conforter dans cette position. Salut Gigo, comment vas-tu? Ça va très bien toi mon ref. Merci pour le super taf que tu fais chaque semaine, je me régale, merci beaucoup. Je vais abréger un peu à nouveau, mais est-ce que je trouve la construction d'Elbaf bizarre? Oui, effectivement. Je suis d'accord, c'est bizarre pour One Piece parce que comme tu le dis dans ton message, là, tout va vite. Là où à l'époque Oda aurait mis 4-5 chapitres à faire descendre les Mugiwara, voire Loki avec la clé par exemple, qu'il venait de récupérer, là il l'a fait en moitié moins de temps et c'est le cas pour beaucoup de choses. Par moments il va très très vite et c'est déstabilisant surtout que tu n'as aucune idée en fait du temps qui passe. Mais du coup je pense qu'on n'a juste pas l'habitude qu'Oda met si peu de temps, tout simplement. D'un autre côté, les derniers chapitres en date, le 46 et le 47 là, auraient très certainement pu être raccourcis et prendre beaucoup moins de temps, et ça n'a pas été le cas. C'est toujours un peu un problème récurrent chez lui, ralentir là où on n'en a pas besoin et rush les moments les plus intéressants. Après Oda se met toujours au défi de gérer le développement de beaucoup d'intrigues à la fois, beaucoup de groupes de Mugiwara séparés, etc. Je suis pas un grand consommateur de manga en général, donc j'ai pas moyen de prendre exemple sur d'autres œuvres, mais je pense pas que tous les auteurs s'emmerdent à faire bouger autant de personnages à la fois. En tout cas, effectivement, je voyais pas ça pour un arc aussi attendu qu'Elbaf, mais j'en suis pas forcément mécontent, pour autant. On a eu 12-13 chapitres d'affilée absolument, mais fou, et l'arc n'est pas encore terminé. Salut Goji, que penses-tu de l'idée que Gunko soit une espionne de l'armée des révolutionnaires? Je m'explique, à part Karazu, tous les commandants portent un chapeau orné d'une paire de lunettes. Tout comme Gunko, on sait qu'Oda aime créer des liens dans les différents équipages, qu'en penses-tu? Je pense que c'est une très bonne théorie parce que, au-delà de tout ça, comme on le répète à chaque fois, tous les groupes ont des traîtres. Les équipages pirates ont des traîtres, le gouvernement ont des traîtres, et même les révolutionnaires en auront sûrement un, donc ouais, qu'un indique existe dans les Chevaliers Divins n'est pas improbable, surtout que Gunko en particulier semble différente. Par contre, c'est vraiment un scénario que je voudrais pas voir du tout pour le coup. J'aimerais bien que cette répétition du traître dans tous les groupes n'ait pas forcément lieu pour les Chevaliers Divins. Mais bon, s'ils recrutent un peu n'importe qui comme ils voulaient le faire avec Loki, ça risque pas de les aider. J'ai remarqué que Shanks le Roux ne s'est jamais battu à 100% dans One Piece. Je voulais savoir s'il y avait une technique cachée d'épéiste surpuissante pouvant rivaliser avec le Bashrangan de Luffy, Gear 5 ou le dernier power-up de Kaido. Sache que ton écriture du Bashrangan était très rigolote. Effectivement, on n'a jamais vu Shanks se battre à 100% parce que jusqu'à présent il n'y en a jamais eu le besoin. Par contre, je trouve ça intéressant de se demander effectivement à quoi ressemblerait l'équivalent d'une technique ultime telle que le Bashrangan de Luffy ou le Kaien Daiko de Kaido, qui sont
les techniques ultimes d'utilisateurs de Zoan mythique. Si on analyse un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien l'attaque la plus puissante vue à ce jour de Roger et même de Shanks sont les mêmes, et c'est le Kamuzari. Cette attaque n'a pas du tout la même envergure que les pouvoirs de Fruit du Démon, par contre c'est un véritable condensé de haki des rois et d'armement dans une seule attaque, ce qui parviendra donc à blesser Oden en un coup, ou détruire Kid, son Damned Punk, et même Killer, là encore en un seul coup. Donc pas besoin d'être forcément dans la démesure tant que le coup est suffisamment chargé de haki. Il pourrait rivaliser même avec une attaque d'aussi grosse envergure que des pouvoirs de Fruit du Démon, preuve en est justement avec Zoro face à King. Ok, ces flammes venaient de son sang de Lunaria, mais on a pu voir qu'un épéiste pouvait rivaliser, combattre et l'emporter, même face à un tel déchaînement d'éléments que le Karyudon de King. Donc ouais, en gros, les épéistes, ils ont juste besoin de leur haki phénoménal, même pour rivaliser avec un truc de la taille d'une météorite. Question pour la semaine prochaine, est-ce que Yamato et Kaido ont éveillé leur fruit du démon? En théorie, je dirais oui. On n'a pas vraiment d'indice fiable sur l'éveil des Zoan, si ce n'est l'écharpe de nuages qu'ils ont autour de leur cou. Et là encore, on peut se poser des questions, puisque les Zoan éveillés d'Impel Down n'en ont pas. Mais bon, entre Luffy, Lucci et Kaku, je pense qu'on peut dire qu'Oda a décidé de démarquer les Zoan de cette manière. Après, d'un point de vue purement scénaristique, concernant Kaido, je vois pas dans quel monde il n'a pas éveillé son fruit. On parle d'un empereur, du roi des bêtes, d'un dragon capable d'autant invoquer des flammes que les tempêtes, tout en maîtrisant à la perfection ses changements de forme animale, hybride et humaine. De plus, lui aussi a le halo de fumée en forme dragon, donc franchement, je vois pas pourquoi Oda lui aurait pas donné un éveil, quoi, ça serait fou. Quant à Yamato, c'est plus ou moins la même chose, ce halo à la Luffy, elle a autant en forme animale qu'hybride, elle contrôle son fruit à la perfection tout en étant franchement terriblement puissante. Ça serait étonnant qu'elle n'ait pas éveillé son fruit aussi, non? Enfin bon, avec Oda on n'est jamais sûr de rien et vous voyez c'est un truc chiant de One Piece ça. Ce genre de questions ne devrait pas se poser en fait. Si éveil il y a ou il n'y a pas, eh bien ça devrait être assez explicite et même dit dans le manga pour qu'on n'ait pas autant de questions à se poser. Mais bon, ça me ferait moins de contenu à faire ceci dit. Salut Goji, je me demandais pourquoi on n'a pas de nouvelles quant aux primes des Mugiwara. On avait la classique montée des primes à chaque fin d'arc encore à Wano et depuis Egghead, rien du tout. Est-ce que tu penses que les primes vont devenir secondaires? Ah mes gars, pitié, je ne comprends pas. Avec les événements d'Egghead là, les primes auraient dû sortir, elles auraient dû même exploser, mais qu'est-ce qu'ils foutent la marine là? Impossible que ça devienne secondaire en plus, les primes n'ont jamais servi à rien de toute façon, donc faut être honnête. Oda n'a pas décidé qu'elles deviendraient secondaires aujourd'hui. J'allais dire qu'elles sortiront plus tard mais c'est bizarre, celles des géants sont déjà actualisées, donc soit elles sont déjà disponibles mais les Mugiwara ne les ont pas encore eues, soit il n'y en aura pas tout de suite mais après elles baffent. Mais franchement je comprends pas. J'ai pas du tout la logique d'Oda sur ce coup-là parce que Luffy et les Mugiwara ont bien été déclarés responsables de l'incident d'Egghead, ils ont fait les gros titres, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas de conséquences sur leurs primes. Et pas que, si on peut trouver encore l'excuse, vas-y, que les Mugiwara ont eu de nouvelles primes récemment, c'est trop tôt, et on attend un peu pour avoir les nouvelles primes. D'accord, ok, pas de souci. Pourquoi Bonnie n'a pas été davantage recherchée? Pardon, mais elle contrôle tous les pacifistas. Le Gorosei il a dit, elle peut raser un pays entier, pourtant elle non plus n'a pas de nouvelles primes. Donc c'est bien la preuve que le problème est général. Je sais pas, mais en tout cas si on les a pas pendant l'arc d'Elbaf, on les aura forcément après, c'est pas possible autrement. Bah, j'espère. Moi j'adore les primes, là on en a plus, ça me dégoûte. Salut Goji, j'aimerais avoir ton avis sur U-Rouge, c'est le supernova sur lequel on a quasiment zéro info. Je pense qu'il aura un rôle majeur dans la saga finale et qu'il ne faut pas l'oublier pour le final de One Piece. Effectivement, dans les questions posées, on m'a aussi beaucoup demandé si U-Rouge avait été oublié par Oda et les gars, c'est sûr que non, c'est Oda, non, il va pas l'oublier. Et je vais vous le prouver très simplement. On est tous d'accord que parmi tous les supernovas, U-Rouge est le seul à ne pas avoir été développé. C'est la raison de vos questions aujourd'hui. Ce qui signifie que tous les autres ont subi une mise en avant. Cette mise en avant ne s'est pas faite d'un coup d'un seul, mais progressivement au fil de plusieurs arcs qui leur étaient dédiés. Il y a eu l'eau avec Punk Hazard et Dressrosa, puis il y a eu Capone sur Whole Cake, puis le combo Kid, Drake, Hawkins, Apu sur Wano Kuni, et il aura fallu attendre quand même le chapitre 1060 pour que Bonnie soit elle aussi développée. Avec Oda et les supernovas, c'est chaque chose en son temps. Il va s'occuper du rouge, mais il ne le fera que lorsque le moment se présentera. On peut déjà trouver l'indice des îles célestes par exemple. U-Rouge vient de Bilka, c'est le seul parmi les supernovas à venir d'une tribu antique de One Piece. Je trouverais ça logique que son développement se fasse au moment où l'histoire tournera autour de cette tribu. Et ça va sûrement pas tarder puisque récemment les Lunarians ont été introduits, preuve que les peuples célestes n'ont pas fini d'impacter l'histoire de ce manga. Donc bon, vous inquiétez pas, U-Rouge réapparaîtra, sauf si, comme je l'ai théorisé il y a plusieurs années, l'équipage de Barbe Noire lui est tombé dessus et l'ont tué pour récupérer son fruit de la force que Burgess aura fini par consommer, mais ça serait quand même bien dommage. Non, c'est faux, je kiffe trop cette théorie, j'aimerais que ça arrive. J'aimerais que U-Rouge soit mort. Oh, vraiment là, le choc ultime. Pouf.
La notion de justice est centrale dans l'œuvre. Penses-tu qu'il existe une véritable justice dans le monde de One Piece ou est-elle toujours subjective et manipulée par les puissants? Continue comme ça BG. Merci mon ref. Bien sûr qu'elle existe. Elle n'existe pas par la définition qu'en font les antagonistes et ceux censés l'appliquer, comme la marine ou le gouvernement, mais elle existe par les héros que nous suivons et qui font tout pour l'appliquer sans même y réfléchir. Après, leur définition de la justice reste différente de la nôtre, mais celle qui s'en rapproche le plus est bien celle de Luffy et non de la marine ou du gouvernement. Il aide les opprimés et les victimes en punissant leurs bourreaux sans aucune forme de discrimination, et ce, même quand ça concerne ses propres Nakama, comme lorsqu'il a voulu mater Zoro pour avoir flingué tous les membres du Baroque Works sur Whiskey Peak. Luffy, il captait pas que c'était un piège, et même si c'est son bras droit qui était en tort d'après son point de vue, eh bien il a agi en accord avec ses principes de droiture et d'impartialité. Donc oui, cette notion de justice existe, juste pas par ceux qui sont censés l'appliquer quoi. Salut Goji, merci pour tes vidéos chaque semaine. Merci à toi mon ref, un plaisir d'écouter tes théories et tes analyses. Quel est selon toi le prochain arc après Elbaf? Et est-ce que j'aurais une ou plusieurs théories qui auraient poussé Oda à faire perdre l'œil de Zoro? Alors pour le prochain arc, en vrai si on suit ce que je disais plutôt sur Rouge, il faudrait un arc qui puisse l'introduire. Vu qu'il est lié au peuple céleste, il n'est pas improbable que le prochain arc les mène à l'une de ces îles où on pourra y retrouver Rouge par exemple. Parce que là, admettons que Gaban, c'est l'homme à la cicatrice de feu et qu'il leur file le dernier Hot Poneglyph, les Mugiwara, ça y est, ils auront les 4 clés pour aller sur l'Aftel. Mais il faudra d'abord avant calculer l'emplacement de l'île avec les 4 coordonnées. Qui nous dit que les Mugiwara ne vont pas aller visiter ces 4 dernières îles avant de s'y rendre, enfin ces 4 dernières coordonnées, et que l'une d'elles développe justement Rouge. Ça pourrait être une manière intéressante de l'introduire tout en faisant avancer l'histoire. Donc ouais, peut-être un arc île céleste ou un arc Marie-Joise s'il faut vraiment sauver les gamins kidnappés par les chevaliers divins. Là, dans ce cas-là, c'est le début de la guerre finale quoi. Fini One Piece. Concernant Zoro et son œil, très sincèrement, j'ai jamais eu trop de théories à ce sujet parce que ça peut être purement et simplement qu'une blessure durant l'entraînement avec Mihawk. C'est aussi simple que ça. Le truc c'est qu'il y a quand même un bail avec les yeux dans One Piece. C'est vrai, on ne peut le nier. Il y a évidemment Imu et Mihawk qui ont des yeux très particuliers, mais c'est pas tout. Il y a un autre truc dont on ne mentionne pas assez, je trouve, c'est ce que Kaido dit à propos des yeux et du regard de Luffy. Au chapitre 924, après l'avoir fumé, il s'énerve de cette impression que Luffy continue de le défier du regard même inconscient. Mais c'est pas tout, le moment juste après, Luffy utilise son Haki des rois pour se protéger des sbires de Kaido, alors qu'il est inconscient justement, ça n'a pas de sens, c'est pas normal, c'est un vrai mystère qui est lié à ce qui semble être son regard. Mais attendez, c'est pas fini, parce que chapitre 1010, là le légendaire pour la révélation du Haki des rois de Zoro, mais aussi celui de Luffy, en fin de chapitre, pourtant au début Luffy il gisait sur le sol après avoir été vaincu par Kaido, ce dernier remarquant qu'il continue encore de le défier du regard. Du coup, comble de l'ironie, c'est un chapitre basé sur le Haki des rois. Donc si vous voulez, je peux analyser ce sujet dans son ensemble et vous proposer une théorie complète, puisque j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être, notamment que ce soit lié à une première manifestation de l'éveil de Nika, mais il est clair que les yeux représentent quelque chose dans One Piece. Alors pour Zoro, c'est peut-être aussi le cas, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il ait un pouvoir caché à la Sharingan, où je serais vraiment le premier étonné de cette révélation. Tu penses quoi du retour de Moria dans la Cross Guild et un retour en force comme à son prime, en étant plus maigre et plus fort après son séjour en prison dans la ruche et s'être évadé? Écoute, je pense comme beaucoup depuis l'introduction de la Cross Guild, cette organisation pourrait représenter le futur de la piraterie en regroupant tous les Shichibukai qui créeront peut-être un véritable code d'honneur encadrant ainsi les activités illégales des corsaires. Si tous les Shichibukai doivent en faire partie, et ça commence plutôt bien puisqu'il y en a 3 actuellement, Moria en sera également. Mais il faut obligatoirement qu'il ait une place dans l'œuvre, dans le futur. Et là actuellement il n'a nulle part où aller. Perona aura sûrement réussi à le sauver et elle voudra peut-être le forcer à rencontrer Mihawk qu'il a recueilli pendant 2 ans. Surtout que leur monde ténébreux colle très bien ensemble, et sinon bien sûr qu'il sera plus fort. Tous les anciens personnages sont aujourd'hui beaucoup plus forts qu'avant. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont entraînés? Non, pas forcément, c'est juste qu'Oda a besoin d'actualiser leur puissance, sinon des crocodiles seraient à la ruine, en ayant le même niveau que à Alabasta. Donc ouais, Moria le Big Goat, en plus de ça, qui pourrait avoir des infos sur Barbe Noire, je demande qu'à voir, la Cross Guild l'attend les bras ouverts. Yogoji, super travail encore une fois. Où penses-tu que l'équipage du chapeau de paille aura comme QG une fois que Luffy sera le roi des pirates? Le château de Marie-Joise comme symbole de libération du peuple, ainsi que le chapeau de paille géant, ça me paraît pas déconnant. C'est une très bonne question ça. Ça me rappelle qu'il y a pas longtemps en stream, on se demandait quel vrai territoire avait Shanks, genre son QG. Beaucoup pensaient qu'il n'en avait pas, mais moi j'aime bien imaginer qu'il a un lieu où il crèche un petit peu plus que les autres. Bon, du coup pour Luffy, mine de rien, je vois pas vraiment un endroit pour ça quand il sera roi des pirates. Je pense même que l'équipage pourrait être dissous comme pour Roger,
voyageurs. Une fois que tous auront navigué et accompli leur rêve, pourquoi rester dans le même équipage en vrai? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Oui, ils pourront se retrouver, oui, ils pourront partir à l'aventure ensemble, mais vaudrait-il pas mieux qu'ils aient aussi leur vie de leur côté, qu'ils aient leur amour, qu'ils profitent de ce que l'accomplissement de leur rêve leur a apporté? Je sais pas, imaginons Franky qui reprend la Galela façon Tom et qui crée tous les navires qu'on lui commande, que Robin enseigne l'histoire à une nouvelle génération, qu'Usopp écrive des livres, peut-être même avec elle pour l'aider, que Chopper devienne un médecin réputé, que Nami commercialise ses cartes. Ça vous paraît pas plus intéressant et cohérent que juste rester ensemble et crécher sur la même île? Après oui, c'est vrai que pour le coup, d'un autre côté, on pourrait imaginer un pays entier où chacun vivra de sa passion, un pays qui aura à la fois le cabinet de docteur de Chopper, le restaurant de Sanji et tout. Non, en vrai, attendez, ça vient vraiment premier degré de me hype cette idée. Le royaume de Luffy et chacun de ses nakamas sera le meilleur de son domaine, créant un engouement exceptionnel autour de ce pays qui sera le plus visité et imposant du monde. Peut-être même un pays flottant qui pourrait naviguer à travers les mers. Non mais attendez les gars, c'est bon, on l'a notre ancien royaume en fait. C'était la même chose il y a 800 piges. Le meilleur charpentier, le meilleur docteur, le meilleur cuistot, le meilleur savant s'y trouvait là-bas. Oh les gars, c'est bon. Ça aussi, je vais en faire une théorie à part entière, c'est exceptionnel, alors que de base, je partais pas du tout convaincu. Vraiment, quand j'ai lu ta question, j'étais en mode mais non, ils vont faire leur vie. Mais non, ils peuvent faire leur vie et être dans le même QG, le même royaume. J'espère que vous avez la vision vous aussi, hein, parce que si vous l'avez pas encore, je vous jure que dans cette vidéo là que je sortirai je sais pas quand, si elle vous donne envie, je vais vous faire changer d'avis, vraiment. Luffy va acheter le monde avec le One Piece et faire de son pays un paradis où la nourriture sera gratuite et les consultations médicales aussi. Bon bah voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo plus complète et structurée à ce sujet. Et même j'ai envie de dire, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était trop bien de pouvoir parler One Piece sans rester bloqué sur un seul sujet précis. Des années que je réponds à vos questions et c'est toujours le même plaisir. Alors merci à tous d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo. Vu que vous avez été quasiment 1 millier à participer la semaine dernière, j'ai pas pu tous vous prendre, hein, évidemment, mais on va se refaire ce concept très soon. Alors allez-y, commentez cette vidéo et posez vos questions pour la prochaine édition. J'essaierai de toujours en choisir plus. En attendant, je vous invite à effectuer les bases, abonnez-vous et likez cette vidéo, c'est de très loin la meilleure récompense que vous puissiez me faire, et rejoignez-moi sur Twitch pour des streams One Piece ainsi que sur Gojiwara où j'y poste mes rediffs. Je pense qu'on est bon là, c'est bon. Allez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.